Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Moi c'est LP. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 15, pas un top 10, on va à 15 aujourd'hui. Hein? On vous en donne pour votre argent aujourd'hui. Yes, mais c'est sûr que là, ce type de top-là, c'est parce qu'on a moins de choses à dire sur les jeux, fait il y a certains jeux dont on parlera pas super longtemps. C'est ça, c'est pour ça qu'on se permet d'aller à 15 au lieu de 10, du 10 habituel. Là. Donc, c'est un top sur les jeux qu'on attend le plus pour la prochaine année. Donc, les jeux les plus attendus pour 2023. Quels sont les jeux qui sont sur notre radar ou notre tableau de chasse pour la prochaine année qu'on a hâte de pouvoir essayer. On a hâte qu'ils sortent, évidemment, qu'on puisse les essayer et y jouer. Une liste qui est toujours le fun à faire aussi, que ça fait déjà, je pense que c'est la 4e fois qu'on le fait. Fait qu'on l'a fait, je pense, les 3 dernières années. Et ce qui est drôle, c'est que dans les 3 dernières vidéos qu'on a fait de ces types de top-là, on a encore des jeux qui sont pas encore sortis aujourd'hui en 2023. Ouais, fait qu'on peut tout de suite commencer avec certaines mentions honorables parce qu'on ne les remet pas sur la liste, même si là, théoriquement, ils sont censés sortir cette année. Mais tu sais, moi, j'ai des jeux comme The Isofarian Guard qui étaient censés sortir en 2020 ou 2021. Il était sur ma liste top anticipé 2020. J'ai eu Frostpunk, Frosthaven, qui étaient sur des listes des années précédentes. Puis les deux sont censés arriver sous peu. Frosthaven est en cours de livraison. Il y en a certains au Québec qui l'ont déjà reçu. On salue chaleureusement Pierre-Marc. J'ai Ice, qui est censé sortir cette année, qui était sur ma liste l'an dernier. Earthboard Rangers, The Ever Rain, qui était sur ma liste de l'an dernier. Dead Road All-Stars, qui était sur ma liste d'il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, qui n'est toujours pas sorti. Donc, certains l'anticipation est morte un petit peu. Je me rappelle qu'il y a quelques années, je pense que c'était en 2020, j'avais Onimaru. Que là, on s'en fout. Mais il y en a d'autres que j'attends encore avec anticipation. Les Isofarian Guard, Frosthaven, il aurait fait encore mes listes. Fait que c'est ça, fait qu'on ne les renommera pas une deuxième fois. Pour moi, l'année passée, j'avais parlé de Slay the Spire de Board Game. Là, la campagne, elle a été faite il y a quelques mois. Fait que c'est un jeu qui ne ressortira pas cette année, c'est sûr. Là. La campagne date de peut-être 2-3 mois. Mais c'est ça, je l'avais nommé l'année passée. Et Primal The Awakening, que j'avais déjà nommé aussi, qui devrait sortir en 2023. Et en 2021, j'avais nommé Darwin Journey, qui... on espère devrait sortir cette année. Il n'est toujours pas sorti, mais que je ne renommerai pas évidemment parce que je l'avais déjà placé dans une de ces listes-là. Sinon, quelques mentions honorables plus de 2023. J'ai Goblin Vault, un petit jeu de levée dans l'univers de Roleplayer. J'ai le deuxième Sleeping God. Je ne l'ai pas mis dans ma liste parce qu'au final, je suis pas tant hypé par le nouveau Sleeping God parce que j'ai même pas joué au premier. Au premier, oui, moi aussi. Fait que, je pense que je commencerai par le premier au lieu de me lancer dans le deuxième. Fait que je ne l'ai pas mis pour ces raisons-là. Unconscious Mind, le nouveau jeu de Fantasia Games. Je pense pas qu'il va sortir cette année, mais bon, il y en a beaucoup qui l'ont mis sur ces listes-là. Notamment dans l'équipe de Dice Tower. Hégémonie, qui est sur ma liste. On salue Vincent, qui a backé Hégémonie. Et Daybreak, jeu de Matt Leacock sur l'environnement, qui était mes mentions honorables. Moi aussi, dans mes mentions honorables, c'est drôle, on a un crossover en mentions honorables. Moi aussi, j'avais mis Daybreak dans mes mentions honorables. Parce que quand je trouvais que la thématique, c'était intéressant. Ce serait un peu comme mon numéro 16. Mais le fait que ça soit encore un jeu pandémique style qui récupère encore ces mécaniques-là, on dirait que j'étais comme, bon, ça va être cool, mais ça m'a fait baisser un petit peu son niveau d'anticipation. C'est pas comme s'il y avait 20 jeux de pandémie déjà faits. Ouais, c'est ça. Mais la thématique, je trouvais ça le fun. Oui. Fait que donc je pars. Donc, on y va avec notre top 15 des jeux les plus attendus en 2023. Parle-nous ça. Parfait. Je commence avec mon numéro 15. Mon numéro 15, dans le fond, c'est celui que j'en connais le moins, peut-être. C'est pour ça que c'est mon numéro 15. C'est un jeu qui va sortir édité par Cosmos de Michael Renick. C'est le designer des Piliers de la Terre et de celui qui a fait Cuba aussi, entre autres. C'est Lord of the Rings, The Adventures to Mount Doom.
J'en sais pas tant plus que ça. Puis aucune image à part le cover de Sur sortie. Board Game Geek, il n'y a pas tant d'informations. Si tu vas sur les forums, il y en a qui ont trouvé des images à gauche, à droite. Tu as l'air d'avoir un plateau sur lequel tu vas te déplacer avec différents dés de couleurs qui représentent les différents personnages là, de la communauté de l'anneau. Évidemment, Frodon qui va aller sur le Mount Doom pour brûler l'anneau. C'est un jeu coopératif d'un auteur que j'aime bien, qui a fait des titres qui, sans être nécessairement dans mon top 20 ou 30, là, des titres comme Kubo, Les Piliers de la Terre, c'est quand même des bons jeux classiques. Fait que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va amener, mais honnêtement, au-delà de ça, je n'en sais pas tant. À part que c'est coopératif, qui va avoir une mécanique, pas nécessairement de push your luck, mais un petit peu là, dans la mesure où tu vas avoir à choisir les dés de couleurs en fonction des personnages que tu veux faire avancer, tu vas les faire rouler. Il y a certains dés, évidemment, qui vont avoir plus de niveaux de menace qui vont monter. Les Nazgûl te courent après, etc. Puis tu essaies d'aller brûler l'anneau. Fait que jeu coopératif, doit être Seigneur des Anneaux, d'aventure, avec un visuel que j'ai trouvé quand même intéressant, les quelques photos que j'ai trouvées, mais j'en ai pas vu beaucoup. Donc, voilà, mon numéro 15. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va être de Lord of the Rings, The Adventure to Mount Doom. Toujours intriguant de voir des jeux dans des IP connus comme Lord of the Rings, effectivement. Ouais. Puis Cosmos ont quand même une bonne réputation, sortent tout le temps des Oui, jeux qui sont généralement bons. C'est ça, ils ont fait des bons jeux, puis c'est un auteur quand même fiable là, qui a fait des bons jeux. À noter que quelque part en 2014, 2015 ou 2016, il y en avait fait un jeu d'aventure du Seigneur des Anneaux. Fait on se demande si c'est une réimplémentation de ce jeu-là ou non. Je n'ai pas réussi à trouver l'info claire. Peut-être que des gens vont le savoir. Mais voilà, c'était mon numéro 15, Adventure to Mount Doom. Mon numéro 15, c'est un jeu qui a le potentiel de faire parler de lui encore dans 20 ans, ou peut-être qu'on n'en parlera plus dans 3 ans. C'est un jeu quand même ambitieux qui va s'attaquer à un des géants du jeu de société, qui va faire compétition plutôt à un des géants du jeu de société. C'est Lorcana, qui est le Magic de Disney. Ouais. Si on veut le décrire comme ça. Ouais. Donc, c'est le même modèle que Magic, c'est-à-dire que c'est un trading card game, donc un jeu de cartes à collectionner. C'est-à-dire que tu vas acheter des boosters et les boosters ont des cartes qui sont aléatoires avec différentes raretés, avec des cartes brillantes, foil, super, super rares. Là. Donc, c'est vraiment le même phénomène que Magic. C'est un jeu de duel, de cartes. C'est un jeu qu'ils ont déjà promis une structure de tournoi pour supporter ce jeu-là. Il y a énormément de marketing qui est mis derrière ce jeu-là. Il a été annoncé comme un jeu qui allait compétitionner Magic. C'est sûr, quand on voit un Big c'est ça, c'est ambitieux, là. Mais quand on voit un géant comme Disney qui décide de s'en mêler et une compagnie quand même établie et internationale comme Ravensburger, qui a les reins solides, qui a tout le réseau en place aussi, c'est quand même un beau partenariat. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air, ce jeu-là. On va avoir différentes cartes qui vont représenter les personnages de Disney, qui vont faire un paquet d'effets, puis on va essayer de battre son adversaire. Donc, j'ai hâte de me faire un deck d'Aladin ou de Roi Lion. Je sais pas. Ça va être drôle. Honnêtement, c'est plus par curiosité que je veux y jouer parce que jamais je vais me lancer dans un jeu comme ça qui est un gouffre financier incroyable. J'ai joué à Magic dans ma jeunesse. C'est un jeu qui m'a marqué, Magic. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir offrir avec l'Orcana. Est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'aller chercher un public un peu plus jeune parce que c'est le thème de Disney? Mais tu sais, des jeux de cartes comme ça, c'est super tactique, puis ça attire vraiment toutes sortes de joueurs. Le fait qu'il y ait collectible aussi, est-ce que ça va vraiment, est-ce que ça a encore sa place aujourd'hui à côté des autres géants comme Pokémon, comme Magic et tout ça? J'ai hâte de voir le succès qu'il va connaître puis comment ça va fonctionner ce jeu-là. Donc, il y a une grosse annonce aujourd'hui, justement. Ça sort au mois d'août. Fait qu'ils vont le timer avec Gen Con, j'imagine. Puis à partir d'aujourd'hui, c'est DOP là, qui le distribue, je pense, aux États-Unis. USOpoly. Donc, ils commencent à faire des tournées puis des tournois de ce jeu-là un peu partout dans les magasins pour le montrer. Puis un des prix des tournois qui font le tournée, c'est un voyage tout payé à Gen Con. Non, bon. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de marketing derrière le jeu. Donc, à voir, à essayer pour sûr. Mais c'est sûr que je me lancerai pas dans l'achat compulsif de booster de l'Orcana. Quoique la série Star Wars. Hein? Tu vas peut-être en avoir donné. Voilà. Fait que c'est mon numéro 15. All right.
Je continue donc avec mon numéro 14. Mon numéro 14, dans le fond, c'est la suite spirituelle d'un jeu qui s'appelle Aeon's End, qui est un de mes deck building préférés. C'est un jeu qui s'appelle Astro Knights. Knights, les chevaliers de l'espace. Astro Knights, dans le fond, c'est dans un visuel que je ne suis pas sûr encore à 100% parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs en même temps. Dans un visuel, dans le fond, de super-héros dans l'espace. Genre un peu Albator, le visuel. Ouais, tu sais, Rétro. peut-être encore plus. Moi, je trouvais plus Goldorak, là, même, Ouais. avec des couleurs très, très flash. Là. Mais bref, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est le même système de jeu que Aeon's End, mais semble-t-il, avec une mise en place qui est accélérée, avec des règles qui sont en bon vieux français streamline, fait que, qui sont un petit peu purifiées, qui sont un petit peu plus simples, plus faciles à jouer. Les amateurs d'Aeon's End, on va s'entendre que la mise en place, c'est pas le bout le plus fun. Tu as quand même plusieurs decks de cartes à manipuler, prendre tant de cartes niveau 1, 2, 3, faire le deck du blanc avec ça, enlever un certain nombre de cartes dessus, des trucs comme ça. C'est vrai que la mise en place peut être quand même un certain poids, mais ultimement, Aeon's End et Astro Knights, ça va être le même type de jeu, la même mécanique, la même base. Fait que j'ai un héros, je vais avoir un deck de build, un deck de cartes duquel je vais me servir pour faire des attaques contre un boss coopératif. C'est un jeu qui est coopératif. Je vais avoir des pouvoirs qui sont associés avec mon héros. Je vais pouvoir collecter des charges. Quand j'ai un certain nombre de charges, je vais pouvoir déclencher un pouvoir puissant. Le héros, le vilain plutôt, va avoir ses propres attaques représentées par un deck de cartes aussi. Puis comme c'est un deck building, ben, tout au long de la partie, je vais acheter des nouvelles cartes que je vais mettre dans mon deck. C'est un jeu que les tours sont aléatoires. L'ordre de tour de jeu plutôt est aléatoire. C'est un jeu qui est particulier parce que tu ne brasses jamais ton deck de cartes. Quand tu n'as plus de cartes dans ton deck, tu vas juste prendre ta défausse, ta ville de bord, puis tu continues à piger dedans. Fait que c'est très important l'ordre dans lequel tu défausses tes cartes quand tu as fini ton tour de jeu. Fait que je suis curieux de voir où ils vont amener, pas nécessairement la licence Aeon's End, parce que c'est pas la licence, mais où ils vont amener cette mécanique-là, ce cœur de mécanique-là. Moi, je ne l'avais pas backé parce que, comme on le voit ici, j'ai déjà énormément de stock de Aeon's End. Je n'étais pas tant intéressé à me lancer dans une autre propriété intellectuelle du même, de la même série, sûr, mais pas dans le même univers. Mais je vais être curieux peut-être de me procurer juste la boîte de base puis de voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec ça, en sachant que les améliorations qu'ils vont amener à ce jeu-là, peut-être qu'ils vont s'emmener dans des boîtes futures d'Aeon's End où ils vont streamliner un petit peu le système à l'intérieur d'Aeon's End. Ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Fait que pour cette raison-là, mon choix 14, c'est Astro Knights. Je pense que c'est encore Indie Boards and Cards qui le fait. Ouais, c'est encore eux autres qui le font. Et voilà. Mon numéro 14, moi aussi, c'est une suite un peu spirituelle, plus dans le titre puis la façon que la moitié du jeu va se passer. Là. Donc, c'est un successeur spirituel à Pointe Salade et ça va s'appeler Point City. Donc, c'est un jeu, encore une fois, de cartes très simple. Fait que c'est le même visuel qu'ils ont pris pour la boîte. Là. Donc, Point City, c'est un jeu où on va drafter des cartes et qu'on va se construire une petite ville avec des bâtiments. Les bâtiments vont faire différents effets. Il est un peu plus, il y a un peu plus de règles que Salade de points. Il y a une petite gestion de ressources dans le jeu. Fait qu'on va aussi drafter des cartes, on va drafter des ressources, on va ensuite utiliser ces ressources-là pour construire les bâtiments, essayer de faire des combos. Je pense qu'il y a un peu de placement là, de la manière que tu vas placer tes cartes dans ta zone de jeu, j'imagine, comme tout bon jeu de city building. Là. Donc, s'il est à côté de telle sorte de building, il y a peut-être une synergie ou des trucs comme ça. Fait qu'un genre de petit filler simple, de règles, mais qui va être le fun, puis que c'est le genre de petit jeu un peu stratégique quand même, puis qui est intéressant, puis qui peut être accessible à un paquet de joueurs. Fait que je pense que ça va être un bon succès. C'est la même équipe de développement là, qui avait fait Pointe Salade. C'est toute l'équipe de Flat Out Game qui est derrière ces jeux-là, qui ont fait tout Cascadia, Calico, tout ça. Donc c'est Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Skekewich qui sont super sympathiques. Parce que j'ai couvert quand même quelques jeux avec leur campagne Kickstarter dans les dernières années. Fait que celui-là, ça va être une sortie directement en magasin parce que c'est juste un petit jeu de cartes. Mais ça me semble super sympathique. Puis j'ai hâte de pouvoir essayer ça. Genre de jeu aussi qui va bien se traîner dans les soirées d'animation ou dans les choses comme ça. Puis vous voyez 1 à 4 joueurs. Ça veut dire qu'ils ont aussi planifié un mode solo. Ouais. Voilà. Donc tout le monde va y trouver son compte. Point City, mon numéro 14. Super. Je continue avec un jeu italien pour mon prochain jeu de Red Zen Games. C'est le jeu Scarface 1920 ou 1920. Où, dans le fond, j'en sais pas tant.
C'était une campagne que j'avais trouvée un petit peu dispendieuse. Je ne l'avais pas backée, mais je vais surveiller s'il y a des copies qui arrivent en magasin avec une version de base du jeu. Je vais voir si c'est un jeu qui va réussir à faire compétition à l'excellent jeu Godfather. Parce que ce que c'est un jeu de pègre de 1920. On a même une mini de Al Capone dans le jeu, avec une mini de Elliot Ness. Fait qu'on va contrôler un gang de Chicago dans les années 20. On va tenter de contrôler divers territoires. On va jouer des missions, engager des mercenaires, des trucs comme ça pour éliminer les joueurs adverses, prendre contrôle de leur business. Fait que c'est une thématique que je trouve hyper intéressante, qui n'est pas très exploitée dans le jeu de société. Il y a Godfather qui l'a bien fait, là, l'espèce de l'époque, voyons, j'oublie le terme, là, mais Prohibition. La prohibition, exactement. L'époque de la prohibition américaine du début du 20e siècle. Fait que c'est une époque qui n'est pas tant couverte dans le jeu de société. Celui-là, tu as un mélange de contrôle de territoire, de placement d'ouvriers, évidemment. C'est assez classique dans ce genre de jeu-là. Il va y avoir également un petit peu de deck building à l'intérieur du jeu avec les espèces d'agents que tu vas engager. Ça va te faire un deck de cartes. De la façon qu'il en parlait, ça me faisait penser un petit peu à un jeu comme Grifters où tu vas comme recruter du monde puis tu vas te servir de ces gens-là. Ça va être des cartes que tu vas jouer pour avoir des effets sur certaines zones, pour chasser les autres joueurs, aller extorquer des gens, etc. Te bâtir pas un saloon, mais un bar clandestin avec de l'alcool clandestine, etc. Fait que je trouvais ça très intéressant comme jeu. Je sais pas, comme je dis, il va falloir qu'il déclasse Godfather, ce qui sera pas une chose facile à faire parce qu'il y a clairement des mécaniques qui ressemblent avec ton petit paravent secret, ton argent qui est caché derrière. Tu vas essayer de faire de l'argent plus que les autres, avoir de l'influence sur la ville, tout ça. J'aimais le fait qu'il y avait différentes factions. Celui-là, tu es plus dans le parrain, tu n'as pas vraiment de pouvoir à toi, si tu veux. Tu les achètes au fur et à mesure en engageant du monde au cours de la partie, mais celui-là, tu as vraiment une faction. Il y a les Irlandais, les Américains, les Italiens, etc. Rien de cliché pantoute. Fait que je suis curieux de voir de quoi ça va avoir l'air. Le matériel me semble être beau. C'est une compagnie que je connaissais pas. J'ai pas vérifié s'il y avait fait d'autres jeux que je connaissais ou si c'était une première création. Ça semble être une première création. Donc, voilà. The Reds and Games, Scarface 1920. Si ça arrive en magasin. Je sais que là, j'avais vérifié leurs updates. Ça va être en janvier que ça devrait arriver en Amérique du Nord puis qu'ils vont commencer la livraison aux backers. Fait que si ça sort en magasin, peut-être quelques mois plus tard, peut-être d'ici cet été, on va avoir quelques copies ou peut-être certaines boutiques qui vont l'avoir supporté. Peut-être être capable de trouver une petite copie comme ça. On verra. Mais ça me semble intéressant. Super. Mon numéro 13. Premier crossover. Oh, déjà? Moi aussi, j'ai mis Lord of the Ring, Adventure to Mount Doom. Je prédis que c'est pas le dernier, par exemple. Non? Ok. On va en avoir une coupe. Il y en a au moins un autre. Au moins un autre. Ouais, j'ai au moins un ou deux. Donc, c'est ça. Là, pour ce qu'on a dit tantôt, petit jeu coop familial, léger, dans un univers qui est le fun, avec un système de mouvement puis de dés de couleurs. C'est à peu près toutes les infos qu'on a. Ça. Fait que... on a hâte d'essayer ça. Il est déjà écrit sur la page BGG que Yellow vont le localiser en français. Fait que souvent, Cosmos les sortent, puis Yellow les sortent quelques mois après. Là. Fait que ça peut peut-être un peu plus pour cet été. Si il sort bientôt en anglais, on peut s'attendre à plus cet été pour la version française ou l'automne. Fait que, mon numéro 13, The Lord of the Ring, Adventure to Mount Doom. Alright. Je poursuis donc rapidement avec mon numéro 12. Numéro 12, que je n'étais pas sûr au niveau des mécaniques, fait que je ne l'ai pas backé non plus quand il est passé. Lui, je te dirais que c'est le premier, sa sortie, c'est censé être septembre 2023. C'est le premier qui a peut-être des chances de ne pas voir le jour en 2023. Par contre, selon les updates, ils ne sont pas encore en retard. Ils ont commencé leur processus de manufacturing, de création de jeu. Ils ont su leur white samples, tout ça. Fait qu'ils ne sont pas en retard encore. Il y a des chances que ça arrive peut-être avant 2024. C'est le jeu Age of Comics. Si ce jeu-là est réussi à être aussi cool que ce qu'il propose, ça risque d'être peut-être un de mes coups de cœur l'année qui va sortir. Age of Comics, dans le fond, c'est qu'on est une entreprise, on le voit par le visuel là, dans les années 50, là, fait que l'âge d'or du comic book, de la bande dessinée. On est une compagnie qui essaie de percer et de faire publier diverses bandes dessinées. Ultimement, ça me semble être un jeu relativement classique de placement d'ouvriers, fait qu'on va avoir différents petits meeples à les placer un petit peu partout sur le plateau, aller collecter des bandes dessinées, recruter du monde, etc. Utiliser ses ressources pour faire éditer et publier ces bandes dessinées. Mais la thématique semble
tellement original. Parce que là, on va chercher la thématique de bande dessinée, mais pas comme d'habitude. On va pas chercher les. Je suis pas un super-héros dans le jeu. Celui qui dessine, celui qui écrit. Exactement. Je suis un éditeur qui veut publier des bandes dessinées. Puis pas nécessairement juste de super-héros. On est dans les années 50. Fait que, il y a une extension, par exemple, c'est les bandes dessinées de l'époque de la guerre, de la Deuxième Guerre, des trucs comme ça. Fait que il y a beaucoup de composantes. Moi, j'adore quand ils vont chercher des visuels des années 50, des années 60, c'est vraiment des années 40. C'est vraiment une époque que j'aime beaucoup au niveau artistique. Fait que ce jeu-là vient cocher ces cases-là. Comme je disais, j'étais une petite affaire moins sûre au niveau de l'originalité de ses mécaniques. J'ai l'impression que c'est vraiment le thème qui va l'élever. Fait que j'ai quand même très hâte de l'essayer pour voir si les mécaniques sont à la hauteur du thème. Ça va vraiment être un coup de circuit. Mais le thème, lui, vient vraiment, 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 évidemment, beaucoup me chercher. Fait que c'était mon choix numéro. On est rendu déjà à 12. Fait que Age of Comics, on est rapide aujourd'hui. Ouais, je pense que notre ami Martin Montreuil joue au prototype, puis j'avais entendu des bons commentaires. Oui, il avait aimé ça. Il est. Là, je pourrais vérifier, mais il me semble qu'il est sur la page Kickstarter. Ouais, puis il l'avait emmené au LAL cet automne. Il y a du monde qui l'ont joué, puis j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, même si je ne l'ai pas essayé. Age of Comics, c'est pas intéressant comme thème. Ça fait changement des mots du jeu sci-fi ou fantasy générique. Ouais, c'est ça. Ou de commerce d'épices, là, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que, tant qu'à établir une civilisation quelque part en allant placer des petits bonhommes, c'est le fun d'aller faire autre chose. Ben, moi, mon numéro 12, il est un peu dans la même thématique, mais là, c'est vraiment un jeu de super-héros. Donc, dans les 10 000 jeux de Marvel qui vont sortir l'année prochaine, j'ai trouvé un jeu qui s'appelle Marvel Age of Heroes. Que j'avais vraiment pas entendu parler pantoute. C'est un jeu qui va être édité par WizKid. WizKid, des fois, leur jeu, c'est des super bonnes affaires. Des fois, c'est la paix et merde en ville. Fait que ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est l'auteur du jeu. C'est Rodney Thompson. Rodney Thompson, c'est un auteur qui a travaillé longtemps chez Wizard of the Coast, qui a fait Lord of Waterdeep, qui a fait à peu près tous les jeux de la bannière Donjon Dragon. Il a travaillé sur ces jeux-là. Fait que c'est vraiment un designer d'expérience, puis qui a fait des excellents jeux dans sa carrière. Fait que quand j'ai vu, lui, il va faire un jeu de Marvel, je trouve ça cool. Fait que Age of Heroes, c'est un jeu où tu vas. C'est un jeu compétitif. Où il y a du worker placement, il y a un peu de gestion, puis tu vas contrôler dans le fond un duo de super-héros. Là. Fait que tu peux contrôler Jean Grey et Cyclope, ou Wolverine et Jubilee, ou genre Forge et Storm, puis je sais pas trop, Gambit et Rogue, là, genre des espèces de dynamiques duo dans les X-Men. Là. Puis tu vas essayer de faire des missions, tu vas essayer de faire des points. C'est un jeu qui a l'air un peu plus euro. Là. Ça n'a pas l'air de ça au premier clin d'œil. Là. Un peu comme il a fait justement avec Lords of Waterdeep. Ouais, il a été chercher quelque chose qui n'est pas du tout euro, puis il en a fait un euro. Ben c'est ça fait penser un peu à ça, le principe du jeu. Mais c'est ça a l'air cool. Ça fait différent comme un jeu de super-héros d'y aller qu'un jeu un peu plus de gestion et tout ça, puis de voir comment il va l'utiliser. Puis venant d'un designer comme lui, ben, ça a piqué ma curiosité. Fait que Marvel Age of Heroes, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. La production a l'air correcte, parce que bon, WizKid, c'est pas nécessairement leur force non plus. Là. Mais j'ai hâte de voir. Comme tu dis, des fois c'est super hot, puis des fois c'est très ordinaire. C'est ça peut vraiment varier avec WizKid. Fait qu'on espère qu'il tombe dans le spectre des bons jeux de WizKid. Donc c'est aussi un jeu que j'aimerais bien essayer dans la prochaine année quand ça va sortir. Donc mon numéro 12, Marvel Age of Heroes. Alright. Fait que moi aussi, je m'en vais vraiment ailleurs avec le numéro 11, c'est-à-dire un gros jeu de campagne fantastique médiévale. C'est un jeu, peut-être que ça va finalement me réconcilier avec la boîte de jeu, avec qui j'ai eu une chicane un moment donné. C'est le jeu il y a un plateau qui s'est déchiré un moment donné. Il y a un plateau qui s'est déchiré un moment donné. C'est un jeu qui s'appelle Malia, je pense que c'est The Land of Legends ou The Age of Legends, quelque chose comme ça. M-A-L-H-Y-A. C'est un peu comme les gens qui aiment ça mettre un H quelque part dans un nom là, pour montrer que ça fait médiéval. C'est ça, exactement. Avec un K et un Y, là, c'est vraiment un nom cool dans ce moment-là. Mais bref, Malia Lands of Legends. Écoute, pour vrai, une fois que j'ai décidé de lui, je l'ai supporté sur Kickstarter. C'est un jeu qui est prévu pour le début de l'été 2023. Fait qu'on a quand même un 6 mois de lousse. Puis ils n'ont pas l'air d'être particulièrement en retard au niveau de
de ce qu'ils avaient prévu dans leur design et dans leur production. Fait qu'il y a quand même des bonnes chances que ça sorte en 2023. C'est un jeu qui a eu des bonnes critiques des différents reviewers qui l'ont essayé. Mais là, tu es dans vraiment le classique fantasy où tu vas avoir un groupe de héros qui vont s'aventurer. Tu as un univers qui n'est pas tout à fait open world, mais presque, semble-t-il, avec des mécaniques qui font qui est très facile à sauvegarder entre les parties, avec un espèce de livret dans lequel tu vas avoir tes maps qui vont se développer. Tu vas avoir des espèces de plateaux à double épaisseur où tu vas pouvoir coller des skills à tes héros, mettre ton équipement sur des espèces de petits plateaux pour qu'ils soient debout sur le côté de ton plateau. Ça va être géré avec différentes actions via des cubes. Fait qu'un mélange de jeu d'aventure avec une espèce de phase d'aventure de jeu où tu te promènes sur la map que tu vois là, mélangé avec du dungeon crawl. Quand tu arrives dans un donjon, tu vas tasser ça, tu vas avoir un plateau qui est ton dungeon crawl. Fait qu'il avait l'air vraiment intéressant. Tu sais, moi, dans Dungeon Crawl, ça commence à être connu sur la chaîne. J'aime particulièrement quand tu as un héros qui va se développer beaucoup, que tu vas avoir beaucoup d'options pour personnaliser ton héros. Puis celui-là semblait en offrir vraiment énormément. Le jeu va être disponible en français aussi quand même. C'est pas c'est la boîte de jeu. Là. Fait que, malgré l'accrochage que j'ai eu avec eux autres au sujet du service à la clientèle concernant un jeu, c'est quand même une compagnie qui fait des bons jeux puis qui est établie puis qui a une bonne réputation. Fait que le fait de les voir se lancer dans un gros jeu d'aventure fantastique comme ça, avec des mini puis un superbe matériel, c'était quelque chose qui m'interpellait. Fait que j'ai dit, bon, mais c'est le temps d'amorcer le processus de réconciliation. Voilà. Fait que j'ai supporté Malia, Lands of Legends, donc les terres de légende, et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ça devrait aller, si on est chanceux, le fin 2023, là, on devrait recevoir ça. Ce serait un beau cadeau de Noël. Ouais, puis tu sais, il faut leur donner quand même la boîte à jeux. Ils ont sorti des jeux qui ont une certaine originalité, je trouve, dans les dernières années. Ils essayent des affaires, des espèces de twists différentes sur certaines mécaniques populaires. Fait que ils se démarquent quand même avec leurs jeux dans les dernières années. Fait que c'est toujours le fun de voir où ils sont. Oh oui, puis sur Kickstarter, comme j'ai dit, c'est eux autres qui ont fait la série de Wonderful Kingdom, il me semble que c'est eux autres. Pas Kingdom, mais Wonderful Kingdom aussi, mais Wonderful World. Fait que ils ont quand même fait des belles affaires. Notre histoire avec eux est connue de nos amateurs, mais c'est relativement un accro mineur. Ouais. C'est quand même une compagnie qui a fait des jeux solides au fil des années. Fait que, c'est une compagnie aussi, mine de rien, qui a fait quoi, une dizaine de projets Kickstarter. Fait que, on sait que ça va se livrer. Là. Et voilà, c'était mon numéro. On était déjà rendu à 11. Mon numéro 11, c'est un peu dans le même style de jeu, mais qui vient d'un univers de jeux vidéo. Donc, c'est un jeu qui est basé sur le jeu du même nom, qui est Divinity Original Sin. Un jeu que j'ai joué, un jeu vidéo que j'ai joué. J'ai joué le premier au complet, je l'ai fait au complet. C'était vraiment un bon jeu d'aventure. Et j'ai pas fait le deuxième par contre, là, mais. Ouais. Mais c'est vraiment un système qui est cool. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est la compagnie de jeux vidéo qui fait le jeu de société. Et c'est un jeu de vidéo qui a vu le jour par Kickstarter. Donc, les deux jeux vidéo ont été kickstartés. Le jeu de société a été kickstarté, évidemment, aussi. Donc, un gros jeu d'aventure dans leur univers. Un gros jeu avec une narration. On dit une narration qui va proposer aux joueurs beaucoup de branching, dans le sens qu'on veut que tes décisions aient un impact réel sur les prochains événements, sur tes relations avec les personnages et tout ça. Fait qu'on a axé un peu le développement là-dessus. Évidemment, une certaine évolution de personnages aussi. Fait que beaucoup de narration, beaucoup d'évolution de personnages, des combats tactiques. Il a l'air d'être aligné plus un peu sur le boss battle que sur le dungeon crawl, je pense, de ce que j'ai lu. Là. Ouais. Fait que ça me fait penser un peu à ton Aeon Trespass, si on veut. Là. Ouais. Mais lui, je sais, tu sais, avec l'espèce de plateau que tu vois au centre, parce que lui, j'avais failli le backer, c'est peut-être mon choix. C'est un des derniers que j'ai coupé. Là. Ça a passé proche d'être un crossover. Tu vas avoir des cartes, là, justement, d'histoire qui vont être placées sur l'espèce de roue au centre, puis tu vas avoir à te déplacer sur ces cartes-là. Fait que au lieu de te mettre une grosse map, les lieux que tu vas visiter vont être représentés par des cartes de texte. Tu vas dire, tu t'en vas à telle place, dans tel village, dans telle ville, etc. C'est pas une mauvaise idée, ça permet de garder l'empreinte du jeu un petit peu plus petite, là, pour pas qu'ils prennent 8 tables, justement, comme Aeon Trespass. Puis c'est un jeu qui ont promis, l'une des particularités de ce jeu de société-là, c'est toutes les espèces de combos que tu peux faire entre tes pouvoirs. C'est un jeu qui promettait
qui promettait, dis-je, la même chose en jeu de société. Fait que si je lance un sort de glace quelconque, puis après un sort de, ou tu sais, j'ai une boule de feu, puis après un sort de poison quelconque, mais ça fait un nuage toxique. Là. Il y avait beaucoup Ah de oui, tu trucs fais comme combiner ça les éléments. Là. Mettons de dans l'eau avec l'électricité, là, ça a un ouais, bonus. exactement. Tu avais beaucoup d'effets comme ça. Tu avais des ennemis qui étaient sensibles particulièrement à certains combos, etc. Fait que lui, il voulait offrir la même expérience. S'il réussit à le faire, ça va être un excellent jeu. Mais je sais qu'ils ont eu des problèmes, lui, avec la production du jeu. Fait que je ne sais pas s'il va être disponible. C'est pour ça que je n'étais pas certain qu'il allait sortir cette année, mais je n'ai pas vérifié tu peux regarder les updates. Là. Ouais. Mais bon, ça semble prometteur et intéressant. Ouais. Puis dans leur propre univers, vu que c'est la même compagnie qui fait et le jeu vidéo et le jeu de société. Ce qui est quand même rare pour des compagnies de jeux vidéo de se lancer dans un jeu de société eux-mêmes. Fait qu'on va leur donner ce crédit-là, puis on verra si ça finit par sortir, si c'est intéressant. Fait, mon numéro 11, Divinity Original Sin. J'ai lu que l'histoire du board game va être basée sur le 2e jeu vidéo. Ouais, ça paraissait dans le graphisme aussi. Donc, parfait. Je continue avec mon numéro 10. Mon numéro 10, c'est peut-être ma bébite ludique la plus étrange de ce jeu-là. C'est de ma liste, dis-je. C'est un jeu qui s'appelle Mythwind, en un mot. De la compagnie, je ne sais pas comment la prononcer, le OOMM Games, qui est la même compagnie qui a fait Stars of Acarios. Ouais. Fait que on espère qu'ils ont pris leur leçon de Stars of Acarios et qu'ils ont poussé ça un petit peu plus loin parce que Stars of Acarios, c'est un très bon jeu à combat tactique mélangé avec une partie d'histoire, mais il n'y a aucune des parties du jeu qui se démarque, qui est particulièrement excellente. Les combats tactiques sont très bons, mais un petit peu répétitifs, mais sont super bons. La partie narrative est relativement bien écrite, mais pas particulièrement engageante. Fait que si on pris ça et ils poussent vers l'avant pour proposer ce jeu-là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très intéressant, parce que là, ce qu'on propose, c'est un monde où les joueurs vont incarner différents aventuriers qui contribuent au développement d'une ville. La ville et les aventuriers vont progresser de façon indépendante. C'est un jeu qui n'a pas de fin. C'est pas un jeu de campagne, c'est un jeu qui vit. C'est un peu comme si tu jouais ton petit village sur ton application. Là, ton aventurier part, puis là, si David il va avoir son aventurier dans notre game, ben, il peut. Puis quand il vient, il fait c'est un jeu coopératif, fait qu'on fait nos affaires ensemble. Puis là, on a le bard, mettons, je ne me rappelle plus c'est quoi les classes. On a le bard, puis là, s'il ne vient pas une soirée, fait que, je vais pouvoir distribuer les différents personnages à mes différents groupes de joueurs. Puis ceux qui seront là viendront, puis ils pourront faire leur bout d'aventure. Fait que c'est comme une espèce de jeu de développement de cité coopératif avec des embranchements narratifs, un peu d'histoire à travers tout ça, où on va essayer de développer. Puis c'est un jeu qui n'a pas de fin. Chaque personnage, là, l'artisan, il y a un artisan, il y a un fermier, il y a, je pense les classes, un marchand, un chasseur dans les bois, etc. Ils ont voulu aller chercher un peu le jeu des marchands où on est tous très, très asymétriques. Là. Merchant Cove. Merchant Cove, ils semblent avoir le faire quelque chose de similaire. Là. Chaque personnage a son mini-jeu à lui et joue de façon différente des autres. Fait qu'il y en a un qui c'est du set collecting, l'autre c'est du placement de dés, l'autre c'est du push your luck, l'autre c'est du ainsi de suite. Ils ont toute une mécanique différente, mais lui, on va essayer d'y aller de façon coopérative pour faire développer cette ville-là. Fait qu'un jeu, avec des enveloppes secrètes puis des trucs comme ça, ça semble extrêmement intéressant, mais encore une fois, extrêmement ambitieux. Ouais, s'il répond à ses ambitions, ça va être excellent, mais il y a aussi des chances de se casser le nez dans 2-3 aspects du jeu. Ouais, puis le principe qu'il n'y a pas de fin aussi, c'est comme, je vais jouer jusqu'à temps que je me tanne. C'est ça, c'est ce qu'il propose. Fait que je suis vraiment curieux de voir comment ça va marcher. Parce que ça pourrait être très bien. C'est un peu comme, il comparait ça justement aux jeux en application. Tous les jeux de simulation, là, Stardew Valley et ces affaires-là. Puis semble-t-il que le setup, parce que pour que ça fonctionne, il ne faut pas que ça te prenne 3 heures le setup à chaque fois. Semble-t-il que tout est installé avec des game traces, etc. pour que quand tu fermes, tu clapes ton personnage, ta ville, comme je ne sais pas si on le voit sur l'image, mais les espèces de bâtiments que tu débloques, ils vont s'incruster dans le plateau de la ville. Fait que tu fais juste serrer ça dans le game trace, tu renvoies ça dans ta boîte de jeu, puis c'est serré. Fait que c'est un jeu qui sort et qui sert apparemment très rapidement. Fait que c'est le genre de jeu qu'on pourrait ne pas toucher pendant 6 mois, puis hey, on se fait une petite soirée Mythwind, on va continuer à faire progresser notre ville. Parfait. On joue une couple de jours, après tu sers, tu le ressors. Puis vu qu'il n'y a pas de fin même.
un jour, Fiston reprendra la barre de la boîte de Mythwin et continuera à faire progresser cette dite ville. Ça serait quelque chose de cool. Mais j'ai hâte de voir si ça fonctionne aussi bien qu'il le dit. C'est le genre de projet, c'est pas aussi ambitieux que dans le temps comme des Gloomhaven ou Alien Trespass, mais c'est le genre de projet qui piquait ma curiosité. Puis il dit, s'il réussit à faire ça, c'est cool. Parce que c'est pas un jeu d'aventure que tu vas égorger des gobelins puis tuer des dragons. Là. C'est un jeu de C'est comme dans construction une de ville. Tu es dans une petite ville, dans une petite vallée fantastique. J'assume qu'il va quand même avoir des petits. Tu es un chasseur, il va avoir des petits monstres à faire la même, mais il n'y aura pas une espèce de cataclysme post-apocalyptique. Fait que ça a l'air d'être comme relativement smooth. Un peu comme Stardew Valley dans une certaine mesure. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça me semble intéressant. Puis le art est super cute là, du jeu. Fait que je trouve ça bien le fun. Voilà. Okay. On nous le dit Smithwind. C'est étrange comme projet. Ouais, j'ai hâte de voir. Mon numéro 10, c'est un jeu que j'ai essayé. Donc, j'ai mis Gold Oblivion de notre ami Jean-François Gauthier. Un jeu qu'on a eu la chance d'essayer au Salon du jeu et du jouet de Québec cet automne. Donc, troisième jeu de GF, c'est un double deck building. Fait qu'on va construire un deck qui va générer des ressources, des combos. Puis on a un deuxième deck qui est un deck de combat qui nous permet d'affronter des monstres pour essayer de gagner des récompenses. Super sympathique comme jeu. L'effet combo est vraiment là. La durée des parties est très raisonnable. Le fait que ton deck s'épure au fur et à mesure aussi, ben, on dirait que ça kickstart un peu le gameplay, là, ça l'accélère si on veut. Même si des tours, tu ferais comme j'ai pas le goût de détruire une carte, ben, t'es obligé. Là. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des belles idées dedans, encore une fois. GF qui fait tout dans son jeu, autant le gameplay, autant le visuel, le art. Fait que c'est énormément de travail. Il a travaillé très fort là-dedans. Il a testé beaucoup dans les événements depuis les 2 dernières années. Il était un peu partout dans les événements du Québec. Donc, super intéressant comme petit projet. Il y a eu un beau succès aussi sur sa campagne Kickstarter. Je pense qu'il a dépassé toutes les autres campagnes qu'il avait fait. Je pense qu'il a atteint le 75-80 000 ou quelque chose comme ça. Si je me souviens bien, là, je ne sais pas le montant final exact. Mais un beau petit succès pour un jeu québécois. Puis super content que ça se passe bien de son côté. Puis qu'on espère que le jeu puisse sortir en 2023 s'il n'y a pas de retard, évidemment. Donc, Gold Oblivion, mon numéro 10. Super. Je vais continuer avec mon numéro 9. Mon numéro 9 est particulier aussi dans la mesure où c'est un jeu qui existe déjà, mais que j'ai cherché pendant des années, parce que j'avais regretté de ne pas backer la première campagne, et ils reviennent avec une version ultime de Assault on Doomrock, le Ultimate Edition. Fait que lui, dans le fond, il aurait probablement été plus haut dans la mesure où je sais que je vais aimer ça. J'ai déjà joué une partie et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool. Puis le jeu était plus trouvable, évidemment, parce que c'était des jeux Kickstarter qui étaient pas distribués à quand même de large. 2013-2014, le premier. Ouais, c'est ça, c'était quand même un assez vieux jeu. Puis là, ils en refont une nouvelle version, fait qu'améliorer le matériel, raffiner un petit peu les règles. Grosso modo, c'est un jeu où on est un aventurier, on va avancer dans différents donjons, sauf que tout est représenté par des cartes puis des stacks de jetons, littéralement. Là. Les aventuriers sont représentés par des espèces de jetons. Il n'y a pas vraiment de plateau de jeu. C'est assez particulier comment ça se joue, mais tout est géré par des combinaisons de cartes. Là. Si je frappe un ennemi avec une boule de feu, avec un coup de poing, avec une attaque de ninja, etc., ça va être représenté par différentes cartes. Fait que, grosso modo, c'est un jeu de cartes, d'aventure, mais dans lequel il va y avoir des petites... quand même des lieux qu'on va visiter, puis etc., des trucs comme ça. Il va y avoir des combats avec des monstres pleins de jetons, de statuts différents, d'empoisonnement, de feu, d'acide, etc. Fait que c'est un jeu que j'avais trouvé bien intéressant. Je me rappelle pas comme faux les mécaniques, parce que ça faisait pas super longtemps qu'il était sorti quand j'avais joué, mais j'avais essayé de me procurer une copie, puis ça n'avait pas fonctionné, puis c'est tombé un peu dans l'oubli. Puis l'an dernier, on fait la campagne, puis comme c'est une compagnie qui a déjà le matériel sous la main, je m'attends à ce que ça sorte cette année, là, dans la mesure où c'est une réimpression avec un peu de nouveau matériel, des playmats, etc., pour delexifier toute la patente. Mais à la base, ça reste une réimpression, fait qu'il y a un peu de streamline dans le jeu, mais ils ne réécrivent pas le 3/4 des cartes. Fait qu'il ne devrait pas avoir trop de retard au niveau de la production. Fait que c'était mon choix numéro 9, Assault on Doomrock. OK. Mon choix numéro 9, c'est la suite d'un jeu que... La suite, mais c'est pas des jeux pareils, c'est des jeux dans le même univers. Donc j'ai mis Tidal Blade 2. Fait qu'il y a le 2 dans le titre. Hein? Tidal Blade 2, Rise of the Unfolder.
Donc, dans l'univers de Tidal Blade, qui est un univers fantastique, qui a été créé par Mr. Connington, des Ouais. artistes québécois, qui ont créé vraiment tout l'univers de A à Z, pas juste le visuel, mais tout le lore, la connaissance de ce royaume-là, de cet univers-là au complet. Ils ont même sorti un RPG l'année passée Ouais. là-dessus, fait que c'est super détaillé leur univers, c'est vraiment cool. Euh, le premier, c'était un jeu de dice building. Là. On construisait notre personnage en améliorant, puis en se construisant des bassins de dés pour essayer d'affronter des monstres, faire des challenges, puis se préparer dans l'arène. Le deuxième jeu, ben là, on part à l'aventure une fois qu'on a prouvé qu'on était capable de le faire. Donc lui, c'est vraiment un dungeon crawl dans l'univers de Tidal Blade. Donc évidemment, on a toutes les figurines, le visuel, vous voyez tout le matériel ici là, qu'on voit. C'est un dungeon crawl qui va fonctionner avec une espèce de système de grille. Donc, on a une espèce de Ouais. grille où on va jouer comme nos habilités, nos actions. Puis, on va comme activer des bonus dans la rangée ou dans la colonne selon les autres cartes qui sont là. Donc, il y a une espèce d'effet de comboing entre les joueurs avec cette grille-là qui va se faire au fur et à mesure qu'on va faire les actions. Puis, bon, c'est un dungeon crawl, fait qu'on on va affronter des monstres, on va les combattre dans des scénarios. Je pense qu'il y a une campagne. Je pense que c'est un jeu campagne aussi, là, de Ouais. mémoire. Là. Ouais. Fait que dungeon crawl assez classique, mais Une dans un. quarantaine de scénarios qui sont reliés entre eux, hein, de Quand même, mémoire. mais c'est quand même ambitieux comme projet. Donc, je sais pas s'il va sortir en 2023 ou si ça va aller plus en 2024, mais bon, on espère que ça le soit le cas. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, bien hâte d'essayer ça, puis de continuer à découvrir ce super univers-là, puis de voir le gameplay qu'ils ont fait aussi pour celui-ci. Donc, mon numéro 9, Tidal Blade 2, Rise of the Unfolder. C'est un bon choix. Je continue avec mon numéro 8, qui donc on franchit officiellement notre moitié. Le numéro 8, c'est drôle, moi aussi c'est une suite. C'est la suite d'un de mes jeux d'exploration préférés qui s'appelle le 7e continent. C'est donc la 7e citadelle de Seventh Citadel, qui est, écoute, une version améliorée du 7e continent. Visuellement, les jeux se ressemblent énormément. Le cover Si est tu beau. mettais... le cover, il est louche. Euh, Ça, je ne l'avais pas vu encore. Bref, on va passer sur le commentaire. Je vais me faire achaler quand je vais avoir ça dans mon étagère. Le visuel du jeu, il ressemble énormément au 7e continent. C'est 90%. Ben, c'est pas 90%. C'est le même système à 100%, mais évolué. Fait il y a les personnages. Si je présente rapidement, on a une espèce de pile de cartes de genre 800 cartes. Puis on va commencer sur une carte. On va avoir un objectif à atteindre. Puis on va révéler la première carte, ça va être un lieu. Sur le lieu, il va y avoir différents autres lieux qu'on peut aller explorer ou des choses qu'on peut faire sur le lieu. Ce lieu-là, tout est représenté par des chiffres. Fait que si je veux creuser à tel endroit, ben, il y a un 8, je vais aller prendre la carte 8, je vais la révéler, je vais voir ce que ça fait. Si je vais explorer vers le nord, ça va être écrit qu'il va y avoir une petite affaire de brume. Je vais la révéler, ça va faire un événement. Ensuite, je vais mettre en jeu la carte 18. Puis là, ça va faire apparaître une espèce de carte qui va se développer sur notre table de jeu. On va incarner des personnages. Lui, on ajoutait le fait que les personnages vont se développer, fait qu'ils vont gagner de l'expérience dans un univers qui est différent aussi, fait qu'on est dans une espèce d'univers médiéval post-apocalyptique. Et ils mettent de côté dans ce jeu-là, ils ont annoncé qu'ils mettaient de côté ce qui était un irritant de plusieurs joueurs dans le 7e continent, c'est-à-dire l'aspect de survie, de toujours se trouver de la nourriture. Je ne sais pas si tu as déjà joué, toi, David. Ou... Fait que, dans le 7e continent, le bout, trouver de la bouffe, trouver de la nourriture, régénérer son deck de cartes est extrêmement important puis il cause de beaucoup de défaites. Fait que lui, ils ont enlevé ça du cœur du jeu pour se concentrer sur justement l'aspect d'exploration. Il y a plus de dialogue, il va y avoir plus d'habitants. Le 7e continent, il n'y a personne ou à peu près sur l'île. Là, on est dans un monde qui vit, fait qu'il va y avoir des interactions avec les citoyens, on va rencontrer du monde. Fait que c'est ça. Fait que, un jeu où on a à faire évoluer la citadelle dans laquelle on va se trouver, à explorer le monde autour de nous autres, faire développer nos personnages dans un système d'exploration très intéressant auquel on ajoute plus d'interactions entre les joueurs et le monde, plus de possibilités de faire évoluer son personnage. Toutes des choses qui devraient normalement me parler. Donc, 7e citadelle. Un jeu qui est très attendu, évidemment, avec le succès. Je suis un peu déçu que tu ne l'aies pas mis en 7e position. Ah, j'y ai même pas pensé. Il est en 8e, ça n'aurait pas été bien compliqué. Non, hein?
Donc, ma 8e position, c'est un deuxième jeu québécois. J'y vais avec le jeu Activity de Stéphane Vachon. Un jeu que lui aussi, j'ai eu la chance d'essayer pendant la pandémie. J'avais joué sur Tabletop Simulator. Justement, Stéphane, j'avais fait participer à une session de test avec Steve, justement, et Maxime de Hellbringer. On avait joué une partie de Activity. C'est un jeu coopératif dans un univers un peu cyberpunk-ish, Shadowrunner-ish. Donc, on joue des hackers, évidemment, un groupe de hackers. Chaque personnage a son propre deck de cartes. Donc, on a quand même une asymétrie dans les joueurs. On n'a pas les mêmes paquets de cartes les uns avec les autres. C'est un jeu où on a aussi une prise de risque qui est intéressante à l'intérieur du jeu. À chaque tour, on doit décider le nombre de cartes qu'on va jouer de notre deck, mais aussi le nombre d'ennemis qu'on va piocher pour mettre dans la grille, là, qui dans le fond les ennemis qui représentent des virus informatiques. Puis après ça, on va essayer de gérer ces virus-là, de voir quel effet de carte on veut utiliser pour les battre, comment on veut les déplacer, tout ça. Décider un peu Quand je dis une gestion de risque, c'est que souvent on va décider un peu les effets négatifs qu'on veut. Est-ce qu'on veut l'effet A ou l'effet B, ou si on est mieux de prendre l'effet A sur lui, mais de faire telle carte sur l'autre virus, puis prendre l'effet B de celui-là, qui va nous affecter dans le jeu. Fait qu'on va essayer de gérer ça, puis de pas exploser dans les différentes sphères du jeu. Donc on a comme trois pistes ou trois choses que les virus peuvent essayer de faire influencer. Fait qu'on va essayer de garder un équilibre là-dedans, puis d'essayer de progresser dans le scénario. Fait que c'est un jeu à scénario. J'ai juste joué le scénario d'introduction. Fait que je sais pas les autres twists, comment ça va marcher dans les autres scénarios. Fait que c'est un principe intéressant pour un jeu coop de pas toujours refaire la même game tout le temps. Fait qu'un jeu qui va offrir plusieurs scénarios encore une fois. Donc, j'ai bien hâte. J'aime le visuel du jeu aussi, les couleurs et tout ça, le art, vraiment beau. Il est présentement en production. Là. Stéphane a montré dans les dernières semaines justement des pièces, des samples qui venaient de l'usine et tout ça pour montrer l'avancement du projet. Fait que ça devrait sortir au courant de l'année, justement, vu que la production a déjà commencé là-dessus. Fait que bien hâte de pouvoir mettre la main là-dessus sur une version finale puis d'expérimenter dans ce jeu-là pour justement jouer les différents scénarios. Fait que Activity, mon numéro 8. Super. J'arrive donc à mon numéro 7. Mon numéro 7, dans le fond, c'est Vampires Chapters. Je l'ai pas mis, je pense que je l'ai mis en 2020. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais pas mis encore. Là. Normalement, ça devrait sortir cette année. Fait que, on en avait déjà parlé amplement dans le passé. S'il sort cette année, je vais quand même... Je sais qu'on a un de nos amis qui le reçoit. C'est la raison pour laquelle moi, je l'avais pas backé. Je vais peut-être quand même essayer de me mettre la main sur une boîte de base si on a une opportunité qui se présente. Ne serait-ce que par sa thématique. S'il est la moitié de ce qu'il dit qu'il va être, c'est un jeu sur lequel je vais triper. J'ai été un grand joueur de Vampires dans les années 90, au début des années 2000, de Masquerade et tout ça. C'est un univers que je trouve absolument fascinant. C'est clairement des gars qui trippent parce qu'on a parlé au créateur du jeu, c'est Flyos Production, je pense, si ma mémoire est bonne. Puis c'est ou Flyos Games. Ouais, Flyos Games. Mais bref, c'est des gars qui trippent clairement sur cet univers-là, puis ça paraît quand on leur parle, s'ils réussissent à mettre ça dans le jeu. Vampire, c'est un univers sombre, gothique. Celui-là, on n'est pas dans le Dark Age, on est dans le Vampires moderne, fait que vraiment l'univers de The Masquerade. Le jeu se passe à Montréal. Le jeu, en fait, il y a différents chapitres. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, Chapters. Le premier chapitre se passe tout à Montréal. Fait que c'est un jeu avec différents... C'est un bon vieux story-driven qui est dirigé par l'histoire, dans lequel il va y avoir des enquêtes, des combats, de l'exploration, beaucoup d'interactions entre les différentes factions de vampires. On va tenter d'aller influencer des espèces d'anciens, puis etc., puis de gagner de la puissance, puis tout ça. Fait que c'est vraiment... un univers qui est hyper intéressant. S'ils réussissent à nous offrir une expérience narrative dans l'univers de Vampires, dans un jeu coopératif d'enquête, d'exploration, de combat, ça peut juste être extraordinaire. C'est une campagne qui a quand même eu quelques accros, mettons, on va dire, au niveau du développement. Ils ont eu leur part de problèmes. Je l'avais surveillé un peu. C'est une compagnie qui a toujours été capable de bien dialoguer avec ses supporters, d'annoncer les problèmes, etc. Là, apparemment que la livraison commencerait quelque part en février-mars. Donc là, on est proche. Fait que là, j'ai osé le mettre sur ma liste. Si on est capable de mettre la main là-dessus, c'est quelque chose que je vais adorer, c'est sûr et certain. Ben, j'espère. Mais on a un ami qui l'a backé. Je pense qu'il a backé un all-in en plus. Puis il y avait du stock là, dans cette campagne. Elle est grosse, la boîte. Là. C'est grave. Là. Il a l'air d'avoir du stock là-dedans. Mais en tout cas, bref, un jeu d'aventure de Vampires. Je ne demande
que ça. Ouais, puis en 2022, ils ont déjà fait la campagne pour leur prochain jeu qui est l'équivalent, mais dans l'univers de Werewolf. Là. Ouais. Fait que ça veut dire qu'ils sont Même quand même système. confiants que celui-là y achève. Là. C'est ça. Ouais. Puis ils sont confiants dans leur système. Ça, je sais pas si je trouve ça courageux ou téméraire. D'attendre qu'il. Ouais, il aurait dû peut-être attendre qu'il était sorti. Parce que vu que c'est le même système, Ouais. ils n'auront pas eu beaucoup de rétroaction de la part des gens qui ont joué au jeu avant de dire on fait un autre jeu dans le même système. Si ça avait été un système différent, je dis bon, parfait, tu le développes de façon parallèle, puis quand il est prêt, tu le sors. Mais là, vu que c'est le même système, je trouve ça audacieux. Fait qu'ils sont confiants. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. On espère que c'est une bonne chose, mais on les salue. J'attends ce jeu-là avec beaucoup d'anticipation. Voilà, le futur nous le dira si c'était une bonne chose de ne pas attendre la sortie de lui avant de faire la campagne. Exactement. Mon numéro 7, c'est un jeu que j'ai supporté en sociofinancement l'année passée. C'est un petit jeu qui s'appelle First in Flight, qui est un petit jeu à caractère scientifique sur les premiers avions. First in Flight. Je l'avais... donc c'est un jeu, voilà. Donc c'est un jeu de deck building sur les premiers avions, là, les avions des frères Wright et tout ça, là, au début des années 1900, là, pas les avions qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un jeu où on va avoir un deck qu'on va essayer de faire évoluer pendant la partie. Puis à chaque round, on va essayer de se rendre le plus loin sur la piste de vol. C'est un principe de jeu qui peut nous faire penser peut-être un peu à Charlatan de Belcastel. Okay. Sauf qu'au lieu de gérer un sac et des jetons, on gère un deck. Mais c'est un peu le même principe. On pousse notre chance avec notre deck pour révéler des cartes puis essayer de se rendre le plus loin avec notre avion pour marquer des points. Si on bosse, ben là, on va perdre notre progrès, on va marquer moins de points, des trucs comme ça. Puis entre chaque phase de vol, ben, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes, upgrader des cartes, modifier notre deck pour tenter de rendre notre deck le plus performant possible et essayer de faire des points. Donc, un principe qui avait l'air intéressant pour un petit jeu qui utilise le deck building dans un autre contexte, un contexte un peu plus léger, un contexte de push your luck. Puis, c'était basé sur une des compagnies là, qui faisait des jeux scientifiques. Là. Genius Games les ont d'ailleurs aidés à faire la campagne, puis ont aidé à travailler sur ce jeu-là. Fait qu'ils sont allés vraiment avec les pionniers de l'aviation, puis les cartes, les effets de cartes aussi. Fait que je trouvais que cette touche-là d'époque scientifique était intéressante dans le jeu. Le matériel était très cool aussi. Ça, c'est les meeples. Bon, ça doit être des meeples de proto imprimés en 3D, là, mais tous les trucs en bois dans la version de base. Puis la version de luxe, tout est en plastique. Fait que comme, non, je vais prendre la version de base en bois. Je trouve ça plus beau en bois qu'en plastique, les composantes de façon générale, là, pour ce genre de jeu-là. Donc, ça avait l'air super bien. Puis le art aussi, le visuel qui est intéressant, un peu d'époque. Fait que non, je trouvais ça cool comme petit projet, puis je les ai encouragés, je les ai supportés. Fait que j'ai hâte de pouvoir essayer ça. First in Flight, qui est mon numéro 7. Cool. On arrive donc à mon numéro 6, qui est notre deuxième crossover. Je parle de Rise of the Unfolders ou Tidal Blades 2, que moi j'ai supporté. Nous allons en recevoir une copie. Nous pourrons jouer, assurément. Comme je le disais tantôt, comme tu le disais tantôt, moi, c'est vraiment sa mécanique de prise d'action qui est venue me chercher, l'espèce de grille de 3x3 où quand je prends une action, je vais aller placer une carte dans cette grille-là, puis la prochaine fois, je vais prendre une action. Si je réussis, je vais pouvoir essayer de faire des combos en réactivant les cartes que je vais avoir placées précédemment. Fait que je vais essayer de créer des lignes, des colonnes qui sont appropriées. On le voit en bas à droite là, sur la photo que tu es en train de montrer. Mélanger à ça quand même une capacité à faire progresser ses héros avec une histoire narrative, immersive, dans un univers qui est développé par Mr. Cunnington, qui est probablement mon équipe de designers préférée dans le jeu de société. Des artistes. Ouais, c'est l'équipe de designers visuels. J'ai pas le terme, là, mais en tout cas d'artistes là, de la création visuelle des jeux. Mais que je trouve absolument extraordinaire. Le travail qu'ils font sur différents jeux. Moi, je les avais découverts, je pense, c'était avec Santorini à l'époque. Peut-être un des premiers, ou peut-être Steampunk Rally, je ne me rappelle plus lequel, parce qu'ils ont fait beaucoup de travail avec Roxley Games. Donc voilà, fait que c'est pour toutes les raisons que tu as dit tantôt. Numéro 6, Tidal Blades 2. On ne redira pas tout, mais j'ai bien hâte de jouer. Excellent choix. J'approuve. Mon numéro 6, pour ma part, j'ai encore choisi un jeu à caractère scientifique
Faut croire que j'aime ça, les sciences. Donc, j'y suis allé avec The Fox Experiment mais tout extrait là. de Pandasaurus Game et de la designer Elizabeth Hargrave, donc, qui a fait Wingspan. Donc, un jeu où on va faire des expériences génétiques sur des renards. On va croiser des renards ensemble pour étudier comment les caractères génétiques se transmettent d'une génération à une autre. Fait que c'est quand même un thème original. Un deuxième jeu qui utilise un peu la génétique, comme l'avait fait Génotype l'année passée. Les caractères génétiques vont être représentés par des dés. Fait qu'on va drafter des dés qui représentent ces caractères génétiques-là sur les parents. Puis après ça, on va les faire croiser ensemble. Puis là, ça va créer une nouvelle génération de loups. Puis après ça, on va pouvoir choisir dans la nouvelle génération. On va faire comme un draft ben pas de loups, c'est des renards. Un draft de renards parmi la nouvelle génération pour pouvoir choisir ceux qu'on veut expérimenter dessus puis croiser. Il y a un aspect roll and write, là, mais il y a des crayons pour noter certaines affaires sur les caractéristiques, sur les gènes qu'on va avoir, puis on va essayer d'essayer de faire des points. J'imagine qu'il va y avoir un système d'objectifs ou des trucs comme ça. Fait que ça a l'air quand même assez funky comme jeu, mais c'est ce que j'aime de Pandasaurus, je pense, qui se permet d'oser, d'essayer des concepts originaux. Encore une fois, des fois ça marche, des fois c'est n'importe quoi. Notamment le Peanut and Ride. Le Peanut and Ride, c'était n'importe quoi. Mais dans d'autres sphères, ça fonctionne bien leur jeu. Donc, ou bien le jeu de montagne russe là, avec les billes là, qui marchait pas vraiment. Bref, c'est ça. Mais au moins, ils essayent des affaires. Puis ça, c'est un bon crédit à donner à un éditeur dans le jeu de société aujourd'hui d'essayer des affaires. Puis je pense que The Fox Experiment fait partie de ça aussi. Puis c'est des recherches qui ont été faites pour vrai, là, ces expériences-là sur des renards. Là, fait que c'est basé sur des recherches qui ont eu lieu, que je connais pas nécessairement, mais je trouve ça intéressant, la valeur scientifique de ce thème-là, qu'on est allé chercher, puis on est allé construire un jeu autour de ces recherches-là qui existent pour de vrai. Donc, The Fox Experiment, je suis assez curieux de pouvoir essayer ce jeu-là. Donc, c'est mon numéro 6. Parfait. On rentre dans mes jeux que je suis vendu d'avance. Il faudrait qu'il soit vraiment être mauvais pour que je ne l'aime pas quand il va arriver. On commence donc mon numéro 5 avec un jeu de Mind Clash Games qui est le jeu Septima. Septima, dans le fond, c'est un jeu... Premièrement, c'est un jeu particulier parce que Mind Clash Games sont reconnus pour la lourdeur, la complexité de leur jeu. Celui-là, on nous promet l'expérience la plus simple que Mind Clash Games aura offerte à ce jour, c'est-à-dire un jeu de moins de 2 heures. À 4, moins de 2 heures. S'ils réussissent à offrir ça, pour vrai, c'est quand même pas si pire. C'est Mind Clash Game, normalement, 4, tu parles de 3 heures, tu parles de gros morceaux quand même assez compliqués. Puis on parle d'un jeu qu'on dit 1 heure à 1h30, je pense, là, qui offrait sur la campagne, quelque chose comme ça. Mais Septima, dans le fond, c'est qu'on on va incarner un groupe de sorcières qui essaie de gagner une influence, de former l'assemblée de sorcières la plus influente et puissante possible. Mais un petit peu comme on peut voir dans certains films, séries ou autres jeux. On va donc prendre des actions, développer sa sorcellerie, etc. Mais on va aussi aider les villageois qui sont autour de nous, mais en aidant les villageois, on peut augmenter le niveau de suspicion que les villageois vont avoir vis-à-vis de nous. Ça peut entraîner des conséquences négatives. Il y a des chasseurs de sorcières qui vont nous courir après. Ça me faisait penser un petit peu à ce qu'un jeu comme My Father's Work, dans certaines thématiques, va offrir dans la mesure où on va aller prendre des actions dans le village, mais ça va faire monter le niveau de suspicion du village face à nous. Celui-là, on va vraiment vouloir aider les villageois, mais ça va évidemment augmenter leur niveau de méfiance par rapport à nous. Puis il y a une mécanique intéressante où quand des joueurs vont jouer des cartes d'action dans leur phase de planification, je peux décider de jouer la même carte d'action qu'un autre joueur. Ça va améliorer nos 2 cartes d'action. Fait qu'on va comme coopérer pendant quelques instants, mais là, on va former de cette façon-là une espèce d'assemblée de sorcières. Donc, ça va augmenter encore plus le niveau de suspicion des villageois à notre égard. Comme Mind Clash Games nous a habitués dans leur dernière production, on a une production vraiment stellaire, une production absolument extrêmement jolie avec des composantes de haute qualité. Ils nous offrent une version de base, une version de luxe. J'aime beaucoup le visuel du jeu qui est une espèce de trait de crayon un peu grossier, esquissé, dans le sens où c'est pas un dessin qui est
C'est un dessin qui est très bien fait, qui est très bien développé, mais on va aller dans le noir et blanc, dans le peu de couleurs, si on va voir le visuel qu'il y a sur les cartes. Fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce que ce jeu-là offre, et c'est une compagnie qui, pour moi, offre des excellents jeux de façon générale. Ce n'est pas une production un de mes duos d'auteurs préférés, là, de Victor Peter et de Richard Hammond. Il me semble que c'est pas un jeu d'eux autres. Non, Faudrait que je c'est vérifie. Robin Ejedus. Ouais, c'est ça, un auteur que je ne connais pas, mais Mind Class Games, d'après moi, ne prendront pas un mauvais design. Et j'ai quand même l'impression que Richard et Victor ont jasé un petit peu avec Robin au moment du design du jeu. Ouais, c'est clair qu'ils participent au développement, là, ça c'est sûr. C'est ça, ils travaillent, je pense, exclusivement pour Mind Clash Games, eux autres. Donc, Ouais. ils doivent avoir pas nécessairement un mot à dire sur le projet, mais ils répondent à quelques questions au niveau du design, etc. Donc, très, très, très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme jeu. OK. Mon numéro 5, moi, c'est particulier parce qu'il n'est pas sur Board Game Geek. OK. C'est un jeu qui a été annoncé à Gen Con, mais tout ce qu'on nous a donné, c'est un titre puis une image. Fait que je vais vous la montrer. C'est Marvel Dagger. Ouais. Donc, Dagger, qui est un acronyme qui veut dire Defense Alliance for Global and Galactic Emergency Response. Rien de moins. Donc, c'est un jeu qui a été annoncé par FFG à Gen Con et c'est tout ce qu'ils ont donné depuis le mois d'août. Donc, ils n'ont rien annoncé d'autre. Ils n'ont pas mis d'image, ils n'ont pas mis la boîte du jeu, ils ont mis ça sur Twitter, puis c'est tout. Il n'y a même pas de page Board Game Geek de créer encore pour le jeu. Donc, on peut spéculer sur c'est quoi avec un titre comme ça. Moi, ça me fait penser à leur prochain jeu coop avec application, là, un peu dans la veine des Lord of the Ring, Journey to Middle-earth ou Descent, qui est sorti en 2020. Mansion of Madness, là, ce genre-là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que c'est un genre de jeu comme ça, mais dans l'univers de Marvel, qui serait très cool. Parce qu'il n'y en a pas vraiment des jeux comme ça dans l'univers de Marvel. Il y en a des jeux dans l'univers de Marvel, il y en a des reskins dans l'univers de Marvel, mais il n'y a pas une espèce de jeu un peu de mission, de dungeon crawl comme ça, avec une espèce d'évolution de personnage, puis une campagne, puis c'est pas un style qu'ils ont développé. Fait qu'on a espoir que ce soit ça. Et on en saura peut-être plus. C'est surprenant quand tu y penses. Ouais, ben oui. Et en fait, je sais pas combien de jeux de dés, puis des Marvel Flux, puis des Marvel Thanos Rising, puis etc. Mais ils n'ont pas fait un Dungeon Crawl encore avec des mini, puis tout, ça se vendrait avec des petits pains chauds. Ben oui, le premier qui existe, c'est un jeu de zombicide. Ouais, c'est bref. Fait qu'on espère que ça soit ça, mais pour l'instant, on peut pas vous en dire plus parce qu'ils n'ont rien dit d'autre. Fait que mon numéro 5, c'est Marvel Dagger. Ça, c'était de FFG, n'est-ce pas? Oui, voilà. Fait que donc, restons dans FFG pour notre troisième crossover, même si tu n'en as pas encore parlé. C'est Star Wars The Deck Building Game. Ouais. Que j'ai mis en troisième. J'ai pas, tu sais, je sais qu'autour de moi, il y en a qui ont fouillé ce jeu-là à fond. J'ai pas cherché tant d'informations que ça. Je sais qu'FFG a annoncé un deck building game. J'ai regardé quelques-unes des mécaniques qu'il va avoir. Ça me semble fort intéressant. J'en dirai pas plus. J'ai l'impression qu'on va en reparler. Mais donc, tu sais, un deck building qui est probablement ma mécanique de jeu préférée ou l'une de mes mécaniques de jeu préférées dans le jeu de société, mélangé avec l'univers de Star Wars. Ils ont juste besoin de ne pas se planter, puis ça va être bon. Ça peut pas être mauvais. On en reparle tantôt parce que c'est ça. Mon numéro 4, j'ai mis Scholar of the South Tigris, qui sera le deuxième titre de cette trilogie de jeux. Donc, le premier vient de sortir, qui est Wayfarer, Voyageur en français, là, des Tigres du Sud. Donc, le deuxième opus va sortir pendant l'année 2023. On peut s'attendre peut-être à la fin de l'année. Là. Le premier est sorti en décembre 2022. Là, il vient juste d'arriver. Ma copie arrive cette semaine. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore essayé. J'en sais pas tant plus. J'ai pas tant plus lu des trucs, mais je suis comme vendu d'avance à cette trilogie-là. Ce duo d'auteurs avec Shem Phillips, S.G. McDonald, qui ont vraiment fait un excellent boulot avec leur trilogie des Royaumes de l'Ouest. Qui, si je me trompe pas, je pense que les 3 sont dans le top 100 BGG, ou bref, au moins 2 des 3 sont dans le top 100, fait que c'est assez exceptionnel. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à cette troisième trilogie-là, dis-je, avec celui-là qui va sortir cette année, mais bon,
J'ai hâte de jouer au premier aussi, là, mais là, on parle de 2023. Fait que mon numéro 4, les scholars, les érudits du Les sud. savants, je dirais, savants érudits. Je pense, c'est que c'est Savant qui ont choisi en ça se France. peut. Parce qu'ils ont déjà annoncé tous les titres d'avance. Là. OK. Mais ouais, Je ça pense ferait que du scholar, sens. il me semble que ça veut dire savant. Donc, les savants du Tigre du Sud, mon numéro 4. All right. J'arrive avec mon numéro 3. Mon numéro 3, dans le fond, c'est le deuxième jeu de cet auteur-là qui était sur ma liste des 10 auteurs que je surveillais à cause de ce jeu-là, entre autres. Son premier jeu, c'était Zaya. Son deuxième jeu, c'est Aridia de Path You Dare Tread, qui est, encore une fois, un type de jeu qui manque à ma collection, c'est-à-dire un énorme jeu fantastique d'aventure ouvert. Lui, c'est un jeu, qui nous vend beaucoup comme un open world. Fait qu'on va faire ce qu'on veut dans le sens où on veut aller où on veut, un peu à la Mage Knight, par exemple. C'est une aventure coopérative qui va pouvoir se jouer évidemment sur plusieurs sessions. Fait qu'il y a un aspect campagne à l'intérieur du jeu avec une façon apparemment un peu comme les Twin, très rapide de sauvegarder le jeu. Fait que c'est un jeu que le jeu va avoir des méthodes pour se rappeler avec un système de coche, etc. Les actions qu'on a faites, les décisions importantes qu'on va avoir. Il a beaucoup vendu le produit sur la campagne Kickstarter en disant que c'est un jeu que les décisions que tu vas avoir vont avoir de l'impact sur la façon dont l'univers va se développer. Fait que tu vas visiter des lieux. Puis il y a beaucoup de... Je ne rentrerai pas dans tout le détail, mais tu sais, quand il faisait sa présentation sur Kickstarter, il y avait beaucoup de trucs originaux dans la façon dont les composantes interagissaient entre elles, dans la façon dont on va prendre une map, la superposer par-dessus une autre map, ça va faire une troisième map qu'on n'avait pas vue avant, de la façon dont les personnages vont changer leur physicalité physiquement. C'est dur à expliquer, mais la façon dont les dés vont s'utiliser, les dés qui vont avoir des espèces de grilles dessus plutôt que d'avoir des chiffres ou des symboles, des trucs comme ça. Fait qu'il y avait beaucoup de petites choses originales que je trouvais au niveau de la façon dont les joueurs agissaient, au niveau de la campagne était développée, au niveau de la narration était racontée. Mine de rien, on parle aussi d'un 60 ou 70 figurines pré-peintes. What? Oh, oui, les figurines sont toutes pré-peintes dans le jeu, au complet. Fait que, puis il y en a quand même, je ne me rappelle plus du chiffre, là, c'est ça que je cherche sur la campagne depuis tantôt. Peut-être au moins une quarantaine, disons, là, de figurines qui vont être offertes pré-peintes dans le jeu. Puis c'est pour ça que toutes les images que tu vois, c'est toujours des figurines peintes, parce que c'est juste ça qui va exister. 60 figurines pré-peintes et plus, 900 cartes, 300 cartes de map. Fait que puis ils disent les world maps, les maps, comme je disais, sont multi-layered. Fait que tu vas avoir un donjon que tu vas explorer, tu vas avoir une autre map, finalement, il va venir par-dessus, ça va faire un donjon que tu vas aller creuser plus creux dedans. Des trucs comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses originales. Puis si je me fie à son design d'Exaya, il est capable d'avoir des bonnes idées. C'est un jeu sur lequel il travaille depuis des années. Sur la campagne Kickstarter, il montrait des premières images de son développement. Puis dans le dernier update qu'il a envoyé il y a quelques jours à peine, il montrait sa première fiche de personnage qui est faite comme sur une napkin en 2013. Là. Fait que ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Il y a plein de bonnes idées là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que voilà, Aridia de Path You Dare Tread. Je te dirais que lui, il a des chances d'être mon jeu de l'année où il va sortir, s'il est aussi hot que ce qu'il dit qu'il va être. Ouais. J'ai l'impression qu'il va peut-être sortir plus en 2024, mais c'est sûr. Ben, il était annoncé pour 2022. Fait que, il est déjà en retard. C'est pour ça que je dis il y a déjà un retard qui est accumulé. Je ne l'avais pas mis l'année passée parce qu'il était trop serré sur 2022. Il était annoncé, je pense, pour novembre 2022. Fait que s'il se met un an de retard, il y a des chances de sortir en 2023. Puis là, dans les derniers updates, parce que le type, en plus, là, j'oublie son nom, là, on l'avait nommé dans notre campagne, Cody Miller. Il a eu des bonnes difficultés personnelles. Son enfant était malade, je ne me trompe pas, cette année. Fait qu'ils ont mis la campagne sur pause pendant un certain temps, puis il a continué malgré tout ça là-dedans. Fait qu'il n'est pas si en retard que ça, considérant tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai quand même espoir que ça sorte en 2023. Puis on salue David et Lina de Mr. Connington qui ont aussi travaillé sur ce jeu-là. Je n'étais même pas au courant. C'est pour ça qu'il est beau de même. Oui, et voilà. Voilà. Tout est dans tout, comme dirait l'autre. Mon numéro 3, on va reparler de Star Wars Deck Building Game. Il me semblait que ça en venait. Puis étonnamment, ce jeu-là, ça fait super générique, le Star Wars Deck Building Game, là, comme titre de jeu. Quand il l'a annoncé au début à Gen Con, en fait, il l'a annoncé, je l'aurais peut-être mis entre les positions 10 à 15 en disant, un deck building de Star Wars, ça va être cool, j'ai hâte d'y jouer, mais je suis comme, ça va être bon ou pas?
Puis cette semaine, FFG ont fait un live. Donc, le designer qui est Caleb, j'oublie son nom de famille, Caleb Grace, qui est un des designers de Marvel Champion. Champion, quand même, ouais. Donc, c'est une de leurs grosses têtes depuis que Corey Connection est parti de FFG. Donc, Caleb qui travaille sur beaucoup de leurs projets. Évidemment sur Marvel Champion et toutes les 10 000 extensions, mais il a développé aussi ce jeu-là. Donc, il jouait avec une autre personne qui est la personne qui s'occupe du marketing, là, des médias sociaux, des communications. Fait qu'ils ont joué une partie ensemble live. Fait que j'ai écouté une bonne partie de leur game live pour me donner une idée du jeu, voir à quoi ça ressemblait. C'est un jeu duel, donc c'est un jeu qui joue juste à 2 joueurs, un contre l'autre. On a un joueur qui est l'Empire, un joueur qui est les rebelles, évidemment. Les decks de départ sont identiques, là, c'est juste que les cartes n'ont pas les mêmes noms. Là. Fait que, moi, l'Empire a des Stormtroopers, le Rebelle a des Rebel Troopers. Les cartes font les mêmes effets, mais ils ont juste des skins et des noms différents. Là. C'est un jeu qui a un seul marché de cartes au milieu des 2 joueurs. Et si les cartes ont 3 factions. Fait que tu as des cartes qui sont évidemment impériales, tu as des cartes rebelles et tu as des cartes neutres. Si c'est une carte de ta faction, elle va être de ton côté. Tu vas la mettre pour que le texte soit de ton bord, le texte de la carte, là, dans le fond. Puis vice-versa. Là, fait que les factions ennemies, tu vas voir la carte à l'envers de ton côté. Puis les cartes nerds, ben là, les 2 joueurs peuvent les recruter, ça c'est pas grave. Fait que si t'es joueur impérial, tu peux pas recruter des cartes de rebelles pour les mettre dans ton deck. Tu peux juste recruter des cartes impériales ou des cartes neutres. Puis si t'es joueur rebelle, ben même affaire, tu peux juste recruter les cartes rebelles ou les cartes neutres. Par contre, tu peux. Il y a comme 3 ressources dans le jeu. Là. Il y a on va appeler ça l'argent ou je sais pas, l'influence, je sais pas comment ça s'appelle. Le recrutement. Ce qui sert à recruter des cartes. T'as l'attaque, puis t'as la force. La force, c'est une piste, une espèce de tug of war, là, un souk à la corde. Fait que à chaque fois que tu vas jouer des ressources de force, tu vas avancer le pion de force vers ton côté du plateau de force. Puis quand tu vas jouer certains effets de carte, ça va être écrit sur la carte. Si la force est avec toi, ben, ta carte-là a fait tel effet de plus. Puis si la force est avec toi, ben, si le jeton est de ton bord. Fait que ça peut te déclencher des combos si la force est avec toi. Les ressources d'attaque, tu peux les utiliser pour attaquer les bases de l'autre joueur. Donc, il faut que tu détruises 3 bases à l'autre joueur dans une partie normale. Chaque base va avoir des différents effets là, selon c'est quoi la base. Il y a un certain nombre de points de vie, de points de dégâts qu'il faut que tu fasses pour pouvoir la détruire. C'est ça le but du jeu. Là, pour gagner la partie, il faut que tu détruises les 3 bases de ton adversaire. Puis l'autre chose que tu peux faire avec l'attaque, c'est aller faire... si t'es l'Empire, c'est un bounty, donc le chasseur de primes, là. Aller faire une chasse, réclamer une chasse. Puis si t'es le rebelle, c'est du sabotage. C'est des noms différents, mais c'est le même effet de jeu. Là. C'est-à-dire que tu vas aller détruire une carte du line-up de ton adversaire, de sa faction à lui. Ça veut dire que les cartes ils ont comme 2 textes décrits. Si moi je suis joueur Empire, ben, les cartes rebelles sont à l'envers de mon côté du line-up, mais moi j'ai un petit texte de l'autre côté qui va être du bon bord pour moi. C'est la partie bounty. Fait que moi je peux payer de l'attaque pour aller réclamer le bounty sur cette carte-là. Ça va me donner une récompense, puis je vais l'enlever du line-up. Fait que toi tu pourras pas l'acheter. Fait que tu as cette dualité-là qui va se faire pendant la game. Est-ce que j'utilise mon attaque pour essayer d'enlever des cartes disponibles au marché ou l'autre joueur, ou j'utilise mon attaque pour attaquer ses bases, puis éventuellement essayer de le battre. Fait que ça ajoute une autre petite couche de stratégie. C'est un deck building qui va être simple, qui va être efficace, qui va être thématique. J'ai vraiment hâte de jouer. Ça sera pas le jeu de l'année, mais je pense que ça va être un jeu sympathique, un bon petit deck building qui va se prendre bien en main et qui va être plaisant. Ouais. Donc, non, ça a l'air prometteur comme petit jeu de cartes Star Wars Deck Building Game. Oui, bien d'accord. Je me doutais qu'on en reparlerait. Toi, je l'avais laissé un petit peu. Tu avais fait beaucoup plus de recherches que moi sur le jeu. Moi, je sais que je vais l'avoir. Ouais, c'est sûr. Moi aussi. Voilà. Sûrement jouer de puis si on fait un live là, c'est que le jeu sort bientôt. Là. Ouais, il l'avait annoncé. C'est-tu mars? Ouais, ça se pourrait, ouais. Il me semble que c'est mars. Donc, je continue avec mon numéro 2, une de mes plus grosses anticipations de l'année. J'espère que ça va sortir en 2023. Je pense que oui. Là, je cherche la date officielle. C'était censé sortir en février 2023. Ils sont évidemment en retard. Là. C'est Void Fall, de Mind Clash Game aussi, pour la 2e fois dans mon top 5.
Sont en pré-production, fait qu'il y a une chance que ça sorte quand même cette année. Tu sais, si la date de sortie prévue était vraiment au début de l'année, fait que, tu sais, s'ils sont en retard de 8, 9, même 10 mois, on est encore en 2023, il y a des chances que ça arrive. C'est un de mes types de jeux préférés, c'est-à-dire que c'est un 4X fait par une de mes compagnies préférées, c'est-à-dire My Clash Games, avec un de mes auteurs préférés, David Turchi. Et cette fois-ci, il est aidé de Nigel Buckle. Fait que ça, dans le fond, c'est le duo qui a fait les Imperium. C'est ces deux-là qui ont fait les Imperium Légendes et classiques. Fait que, tu sais, qui est un jeu extrêmement solide, qui a été mon jeu de cartes de l'année, je pense, l'année qui est sortie l'année dernière, je crois. Si ma mémoire est bonne. Fait que, tu sais, un 4X. Fait que tout ce qui vient avec un 4X, de l'exploration, des tuiles. Fait que tous ces jeux-là, physiquement, on va avoir l'impression que ça ressemble un petit peu, là, des tuiles hexagonales, on déplace des vaisseaux là-dessus, on va attaquer des autres. Lui, évidemment, comme c'est Mind Clash, ils vont aller te mettre beaucoup d'euros à l'intérieur de là. Et l'une des choses particulières de ce jeu-là, c'est qu'ils disent qu'il n'y a à peu près pas de hasard dans le jeu. Fait que tu n'as pas de lancer de dés quand tu attaques les autres. Là. Ça va être la gestion de tes ressources, la gestion de tes armées qui va te rendre efficace ou non en combat. Là. C'est un système qu'ils vont dire en anglais déterministique, là, fait que déterministe ou déterministique, je ne suis pas trop sûr comment dire en français. Fait que si j'attaque, je le sais que ça va être quoi le résultat du combat, ou à peu près. T'sais. Fait que c'est pas un jeu qui va jouer à ce niveau-là, c'est vraiment ta gestion de ton empire, la gestion de tes ressources, la gestion du développement de tes technologies qui va déterminer si tu vas tirer ton épingle du jeu par rapport aux autres. Puis sinon, ben, il y a tous les 4X, fait que tu vas explorer différents territoires avec des tuiles X, étendre ton territoire, te spécialiser dans différentes technologies, améliorer différentes peut-être des nouveaux vaisseaux, exploiter des ressources, etc. Et il y a une partie, il y a une espèce de faction nerd qui s'appelle les Void quelque chose, là, les Void Born ou à la fin de genre, qui vont, eux, attaquer un peu tout le monde, puis se déplacer, puis se faire attaquer par un peu tout le monde. Fait qu'il y a toujours comme cette faction neutre-là qui vient mélanger un petit peu tout ça. Comme Mind Clash Game aime souvent le faire, il y a plein de modes de jeu. Il y a un mode coop, un mode compétitif, un mode en équipe. On peut jouer solo avec des superbes composantes, du beau matériel, des auteurs renommés. Fait que moi qui est un amateur de 4X, les chances pour que je n'aime pas ce jeu sont extrêmement minces. Est-ce que ça sera un Eclipse Killer? Ben, j'espère, d'une certaine façon, parce que comme ça me permettrait de sortir une boîte de chez nous. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Fait que, mais c'est sûr qu'il est très... Dans ses mécaniques, lui, il va être très heureux. Eclipse, il n'est pas heureux, en fait. Là. Ouais. Tu développes tes arbres de technologie, j'ai mes ressources, je construis des nouveaux vaisseaux, puis on attaque les autres. C'est extrêmement bien fait, mais c'est pas heureux. Lui, il va plus être heureux. Il y a du placement d'ouvriers, puis tout ça. Il n'y a pas de dés à lancer comme Eclipse. Il n'y a pas de dés à lancer. Fait que je suis pas sûr qu'il va aller chercher la même clientèle. Ça se peut qu'il y en ait qui n'aiment pas cet aspect-là du tout. D'autres vont peut-être l'aimer davantage parce que, justement, je me fais pas éclater une armée parce que j'ai roulé juste une série de 1 dans mon combat quand j'étais supposé gagner. T'sais. Là, si t'es supposé gagner, tu vas gagner. Okay. C'est un aspect que je trouve bien intéressant et qui n'est pas surexploité, je trouve, dans le 4X, l'aspect déterministique, un peu comme ça me faisait penser, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe, mais dans le temps, comme un jeu comme Small World, je t'attaque avec 3, t'en as 2, je gagne. Ouais, point. Super. Mon numéro 2, c'est une suite spirituelle d'un jeu, lui aussi. Un jeu du bon docteur Kennedia qui continue de sortir un paquet de jeux différents. Je me doutais que tu le mettrais. J'ai mis My Island. Ouais. La suite de My City. Qui est la suite spirituelle de My City. Donc, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'informations autres que la boîte de jeu présentement sur Board Game Geek et qu'on reprend un peu le même format que My City. C'est-à-dire, c'est un jeu legacy, donc un jeu évolutif qui va évoluer. On va mettre des collants, on va avoir des nouvelles règles qui vont entrer d'une partie à une autre. Donc, il va encore se jouer en 24 scénarios. On est encore dans du placement de tuiles, gestion. Mais là, au lieu d'avoir des tuiles de polyomino, c'est des tuiles hexagonales. Bon, qu'est-ce que ça va changer? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il va y avoir plus un aspect gestion, construire un village sur ton île. Peut-être qu'ils vont exploiter un peu plus le côté gestion de ressources dans My Island versus My City, qui était vraiment plus axé sur le placement de polyomino classique, là.
Donc, c'est toutes les informations qui sont sorties présentement. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver comme surprise. Parce que My City était une belle surprise. C'était un jeu super simple, super familial, mais il y a vraiment eu des belles idées à l'intérieur, la façon d'amener les nouvelles règles, d'avoir des nouvelles façons de scorer, des nouvelles twists, des récompenses aussi selon ta position dans le classement à chaque partie. Souvent, le joueur qui gagnait, oui, il gagnait la game, mais il obtenait une récompense comme négative. Là. Il mettait un collant négatif sur son board. Puis là, le joueur qui était en dernière position, mais lui, il obtenait un collant positif. Fait qu'il y avait un bel équilibre dans tout ça. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ma Island, puis ce que ça va amener de nouveau dans son système Legacy. Euh, donc, un jeu que j'ai bien hâte de faire, encore une fois, la campagne. My Island, mon numéro 2. Super. Ce qui m'amène à mon numéro 1, Ben oui. tu dois savoir c'est quoi, tu dois avoir une idée. Et puis, il clenche facilement les 14 autres. Pour vrai. C'était même pas proche. C'est le premier qui me sautait dans la face quand j'ai su que ça sortait. Mon cœur d'amateur de films de science-fiction de 1999 a fondu en 4. C'est Legendary Encounters, mais avec Matrix. Puis, j'ai essayé de glaner énormément d'informations sur ce jeu-là, mais il n'y en a à peu près pas qui existent. Ce que je sais, c'est que c'est donc évidemment dans la série de Legendary Encounters, qui, quand on avait fait notre top 100, mine de rien, le Alien était numéro 3 sur ma liste. Quand même. Puis, je peux déjà te confirmer qu'il est encore minimalement dans le top 10. OK. C'est un jeu que c'est probablement dans mes plus vieux jeux, on va dire. C'est un jeu de 2014, je pense, l'Alien ou 2015. C'est un jeu que je joue encore régulièrement, plusieurs fois par mois, solo, des fois avec des gens. C'est un jeu que j'adore. J'adore aussi la licence Predator. Les autres, ça s'efface un petit peu, le James Bond, Serenity, etc. Mais ils sont tous très bonnes. J'ai jamais essayé Buffy puis Jack Burton. Je n'ai jamais essayé cela. Mais là, on arrive avec Matrix. C'est déjà annoncé que ça va être basé strictement sur la trilogie. On n'inclut pas les Animatrix ou le nouveau film à l'intérieur. Je ne l'ai pas vu encore. Je ne veux pas briser ce que ça a été pour moi dans ma jeunesse, Matrix. Ça va peut-être venir dans les expansions futures si le jeu est populaire, parce que c'est vraiment étrange de suivre à quel jeu ils décident de donner des expansions. Ouais. Predator, Firefly, puis X-Files n'ont pas eu. James Bond en a déjà 2. Alien en a eu 2. Fait que c'est pas clair. Ça doit Marvel en a eu costumes. 38. Marvel en a eu 1000. Mais ce que je sais dans celui-là, c'est que tu vas avoir, au lieu d'avoir une piste de cartes qui vont se défiler, tu vas en avoir 2. Tu vas en avoir une pour la réalité, puis une pour la Matrix. Et les cartes que tu vas acheter n'auront pas les mêmes effets selon si tu es dans la réalité ou si tu es dans la Matrice. Si tu achètes la super méga carte puissante de Neo, ben c'est super cool, mais Neo, il est fort dans la Matrice, pas dans la vraie vie. Fait que s'il est en dehors de la Matrice, ben là, il est moins efficace. Peut-être au début, peut-être ça change dans les scénarios éventuellement, on ne sait pas. Mais tu vas avoir des standees pour démontrer si toi, présentement, tu es dans la Matrice ou tu es en dehors de la Matrice. Fait que puis tu vas avoir après le matériel classique. Ils ont été chercher un visuel dessin. Il y a certains jeux qui avaient des photos, certains jeux qui avaient des dessins. J'aimais mieux quand c'était un visuel dessin. Fait que c'est ça qu'ils ont été chercher avec le bon vieux playmat de Legendary Encounters. Fait que je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, un peu comme mon Star Wars Deck Building, ils ont juste besoin de ne pas l'échapper. Mais ça peut vraiment être excellent. Et je souligne que je suis très content que ça soit un Legendary Encounters. Parce que c'est pas la même série de jeux. James Bond puis Buffy, ce ne sont pas des Legendary Encounters, ce sont juste des Legendary. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les Legendary Encounters, il y a une trame narrative qui est plus importante à l'intérieur de chacune des parties, si je puis dire. Puis on va poursuivre des objectifs qui vont aller dans une espèce de difficulté graduelle, ce qui n'est pas le cas d'un Legendary normal. Fait que dans un Legendary normal, Marvel, c'en est un. Premièrement, il est semi-coop, il n'est pas coop. Même, j'irais jusqu'à dire qu'il théoriquement, il est compétitif. Fait que c'est celui qui fait le plus de points qui l'emporte. James Bond, c'est la même chose. Il n'est pas coopératif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mécanique de coopération dans le Legendary. Dans le Legendary Encounters, il y en a. Je peux jouer des cartes pendant le tour de jeu de David pour aider David, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Fait que lui, le fait qu'il soit un Encounter, ça veut dire qu'il est par mission, il est par objectif. Narrativement, il va être un peu plus fort. Au niveau de l'immersion, généralement, c'est un peu plus fort. Fait que je suis vraiment très, 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 très excité. Puis il est dans la même palette de couleurs qu'Alien, qui est mon préféré de la série. Fait que ça, c'est bon aussi. Ouais, ça va être cool, ça. Ben, il va être écœurant. Ça va être malade. C'est la bucket list à Gen Con, ça.
Ouais. Mais on annonce printemps 2023 pour la date de sortie. Fait que c'est quand même bientôt, ça, printemps 2023. Ça veut dire qu'ils ne sortent pas à Gen Con. D'après moi, ils voulaient sortir à Gen Con 2022 puis ils n'étaient pas prêts. Peut-être. C'est ça qui est arrivé, d'après moi. Ouais, parce qu'il n'y en a pas eu, je pense, dans la January l'année passée. Non, d'après moi, ils ont annoncé lui, puis c'est clair qu'il était en retard dans la production, fait qu'il n'est pas arrivé à temps. Ou... Peut-être. Nous verrons bien, mais c'est ça, puis c'est de loin, là, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Dès que je le vois en précommande quelque part, pas ça. Super. Mon numéro 1, moi, j'ai mis un autre jeu scientifique. OK. Ouais. J'ai mis un jeu que j'ai kickstarté qui s'appelle Earth. De notre ami Maxime Tardif. Qui d'ailleurs devrait arriver bientôt parce qu'on a eu un update aujourd'hui même sur Earth qu'il est déjà sur le bateau. Donc le bateau va arriver début février, puis après ça, les expéditions vont commencer. Fait qu'on peut s'attendre à l'avoir mi-fin février ou au mois de mars. Là, fait que premier cadran 2023. Earth, c'est un jeu de tableau building, engine building. Donc, on va se construire un engin de cartes pour générer des ressources, essayer de faire le plus de points possible. C'est un jeu qu'on joue toutes des cartes en simultané pour pouvoir justement augmenter notre écosystème, pour pouvoir le faire progresser, puis tenter d'en tirer le meilleur. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. J'ai même pas joué encore. Je sais qu'il y a des prototypes qui se promènent au Québec, mais j'ai pas eu la chance d'en avoir un ou de l'essayer. Donc, je suis encore en train de vouloir jouer ma première partie de Earth. Puis ça me tentait pas de le jouer en ligne sur TTS. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de petits jetons et tout ça. Là. C'est un jeu que les illustrations sont magnifiques. Genre de jeu qui va nous faire voyager un petit peu le côté nature. Donc, c'est vraiment hot, vraiment beau. C'est toutes des cartes uniques à l'intérieur du jeu. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir expérimenter, de pouvoir découvrir ce que Earth a à nous offrir. Je sais que Maxime a travaillé vraiment fort pendant la pandémie pour mettre ce jeu-là à jour, puis de l'équilibrer, de travailler dessus. On a eu l'occasion de discuter avec lui sur sa démarche, justement sa démarche d'auteur, comment ça a fonctionné. Il nous a même montré ses fichiers de Excel, de stats, puis de compilation, puis d'équilibrage, puis c'est fou le travail de grinding un peu qu'il y a derrière tout ça. Fait que bref, j'ai assez hâte d'essayer Earth en 2023. Moi aussi, j'ai hâte d'essayer ça, je suis curieux. Et bon, là, je sais pas si je peux en parler, mais je vais juste dire comme ça que la version physique s'en vient, mais ça se peut qu'il soit disponible ailleurs aussi prochainement. Mais je peux pas en dire plus que ça, j'ai pas le droit. Voilà. Donc, Earth, mon jeu le plus attendu en 2023. C'est un excellent choix. Moi, je l'avais un petit peu moins surveillé parce que dès que j'ai su que tu le backais, on essaie de pas trop dupliquer nos copies, fait que j'ai moins surveillé la campagne. Je suis pas mal certain que je vais apprécier, mais nous en aurons une copie dans notre cercle de joueurs. Ça sera donc facile d'y jouer. C'est un excellent choix. Donc, ça met fin à notre liste de top 15 de nos jeux les plus attendus pour 2023. On aimerait ça évidemment connaître quels sont les jeux que vous attendez le plus en 2023. Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo. On a hâte de vous lire ça. Vous pouvez commenter aussi les choix qu'on a fait, voir si c'est des jeux que vous aussi vous attendez ou certains jeux que vous pensez que ça va être de la vidange, qu'on ne devrait pas les attendre. Ouais, ou est-ce qu'on a des grands oubliés, là, des jeux qui auraient dû être là, qui n'y sont pas? Il y en a certains que tu avais nommés. J'avais pensé à une Conscious Mind aussi, mais il était, comme tu dis, je pense pas que ça va sortir cette année. Ouais, je pense qu'il va être plus 2024. Ouais, on verra. Mais en tout cas, bref. On a-tu des grands oubliés? Voilà, donc écrivez-nous ça, on a hâte de vous lire et si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran là-bas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, sur les médias sociaux. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Tous les dons sont les bienvenus sur cette campagne-là. Et ça vous donne aussi accès à notre super serveur Discord avec notre communauté Discord.
Et merci encore à toi, LP, pour ce top. On est en feu ces temps-ci de filmer Merci des de tops. l'invitation. Ouais, on roule en début d'année, je trouve. Ouais, puis là, on commence bientôt à filmer notre top 100. Là, fait que non, ça va continuer comme ça. Il est presque fini. 2, 3 petites affaires à peaufiner dessus, il est quasiment fini. Donc, on commence ça bientôt, le top 100. Donc, d'ici ce temps-là, continuez de gamer tout le monde. Bonne journée. Ciao!